Bonjour, mon nom est Roy Ajar, je suis externe en médecine à l'Université de Montréal et je vais vous parler aujourd'hui de la maladie de Crohn. Nous allons aborder dans ce podcast l'épidémiologie de cette maladie, quelques informations sur l'étiologie possible, le tableau clinique qu'on rencontre, les investigations nécessaires ainsi que les traitements médicaux et chirurgicaux les plus communément utilisés. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire de l'intestin qui est caractérisée par des épisodes d'inflammation active du système digestif, ponctués de périodes de rémission où le patient est asymptomatique. C'est donc une maladie chronique qu'on ne peut pas guérir, mais qu'on est capable aujourd'hui de traiter et de contrôler. Commençons par quelques détails d'épidémiologie. La maladie de Crohn est très fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes. Un diagnostic se fait généralement entre 15 et 30 ans. Certaines études montrent également un deuxième pic de présentation situé chez les gens entre 50 et 80 ans. Malgré tout, la maladie peut commencer à n'importe quel âge, parfois même peu après la naissance. La maladie de Crohn semble toucher 400 personnes sur 100 000 dans le monde. Les sociétés industrialisées, la société nord-américaine entre autres, affichent l'un des taux d'incidence les plus élevés au monde. D'ailleurs, on peut noter que même si beaucoup de cas sont isolés, un proche atteint de la maladie peut augmenter notre propre risque de la développer de 10 à 30 fois. L'origine de cette maladie est inconnue. Plusieurs hypothèses existent. Est-ce une possible réaction immune contre la flore intestinale, une implication probable de la diète, ou même une combinaison de facteurs alimentaires et génétiques? On ne le sait toujours pas encore avec certitude. Tout de même, quelques dizaines de gènes prédisposants à la maladie ont été identifiés. La maladie de Crohn est par définition une maladie inflammatoire granulomateuse. La présence de granulomes peut être notée dans les biopsies prélevées au site d'inflammation. De plus, elle peut affecter tout le tractus digestif, de la bouche à l'anus. L'inflammation est transmurale, autrement dit, elle affecte toute l'épaisseur de la paroi digestive, de la muqueuse à la séreuse. Malgré tout, certaines présentations inflammatoires typiques existent. L'intestin grêle est atteint la grande majorité du temps, surtout au niveau de l'iléon terminal, et certains patients présentent même seulement une iléite. La moitié des patients présentent en plus une inflammation au niveau du côlon. Certains patients peuvent même avoir seulement une colite, sans atteinte du grêle. Le tiers des patients avec Crohn présentent à un moment donné une atteinte périnéale qui se manifeste par des fissures anales, des fistules anorectales ou des abcès périrectaux. Un patient sur 10 peut aussi présenter des ulcères buccaux ou une inflammation proximale au niveau de l'œsophage ou du duodénum par exemple. La présentation clinique est très variée, allant de très légère à très marquée, et une impression clinique claire n'est pas toujours facile. Les manifestations cliniques possibles de Crohn sont nombreuses. On peut retrouver de la diarrhée ou des selles molles, une douleur ou un inconfort abdominal vague soulagé par la défécation, des crampes abdominales, de la rectorragie, des ulcères buccaux, de la douleur anorectale à la défécation à cause de fissures anales ou d'abcès périrectaux par exemple, de l'odynophagie, de la dysphagie s'il y a atteinte de l'œsophage, de la fatigue, de la perte de poids, une légère fièvre, de la nausée, etc. Certaines manifestations ou atteintes extradigestives existent également. Parmi celles-ci, on peut compter l'arthrite, l'uvéite, l'épisclérite, l'érythème noueux, le pyoderma gangrenosum, la cholangite sclérosante primitive et autres. On peut donc voir qu'une anamnèse avertie doit être menée, avec une attention particulière aux signes d'alarme, qui inclut entre autres la rectorragie, la perte de poids, la chronicité des symptômes et les atteintes périnéales ou extradigestives. Vu les facteurs génétiques, les antécédents familiaux sont bien sûr à ne pas oublier. Un examen abdominal rigoureux doit être effectué, afin de déceler une douleur abdominale sourde ou de possibles masses inflammatoires. Ces dernières indiquent un processus inflammatoire plus chronique, surtout chez les jeunes patients, où des tumeurs d'origine néoplasique par exemple sont moins probables. Un examen de la région anale et un toucher rectal doivent être effectués à la recherche de sang, de fissures, d'abcès, de fistules ou de marisques,
qui consistent en fait en des chapeaux de cicatrisation de fissures anales chroniques. Trouver du sang occulte au test de laboratoire est fréquent avec Crohn, mais voir du sang rouge dans les selles n'est pas très fréquent. Le sang que le patient rapporte avoir vu provient souvent d'une possible fissure anale. Un fait intéressant à noter est que les fissures classiques causées par de la constipation chronique par exemple, sont souvent localisées soit en postérieur ou en antérieur de la marge anale chez les patients sains. Ainsi, si la fissure se trouve en position latérale, il faut soulever la possibilité d'une cause plus sérieuse, comme la maladie de Crohn par exemple, surtout si d'autres symptômes sont présents. Face à un tableau clinique typique d'une maladie de Crohn, surtout si le patient est un adolescent ou un jeune adulte, des examens plus poussés doivent être réalisés. On demande donc d'habitude des tests sanguins et une coloscopie longue. La prise de sang doit inclure généralement une formule sanguine complète pour voir si le patient est anémique ou s'il a une possible leucocytose causée par l'inflammation, les électrolytes, les tests de fonction rénale, les enzymes hépatiques, la vitesse de sédimentation des érythrocytes et ou la protéine C réactive pour objectiver la présence d'inflammation, et enfin le fer sérique et la vitamine B12 pour détecter de possibles carences. Un examen des selles peut parfois être utile pour exclure les causes infectieuses. La coloscopie est sans aucun doute l'étalon d'or. La texture du côlon et de l'iléon terminal est observée et des biopsies sont prélevées. Dans la maladie de Crohn, l'inflammation n'est pas nécessairement continue et des aftes ulcéreux ou ulcères creusants même peuvent être vus. Des régions d'inflammation sont réparties entre des régions de muqueuses saines. Il n'est pas rare d'observer des fistules, sténoses ou même des polypes inflammatoires qui sont bénins sans potentiel malin. Le traitement de la maladie de Crohn est d'abord médical et la chirurgie est réservée aux cas plus difficiles ou aux possibles complications. On essaie bien sûr tout de même d'ajuster avec le patient ses habitudes de vie pour accommoder ses besoins, tout en évitant certains facteurs qui peuvent déclencher un épisode inflammatoire. D'abord, même si une diète parfaite n'a pas été identifiée encore, il est souhaitable que chaque patient évite les aliments qui lui conviennent moins. Certains patients sont irrités par les fibres, d'autres par les produits laitiers, les aliments sucrés, les alcools ou même les aliments épicés. La cigarette est bien sûr à éviter, et l'exercice physique semble aider au maintien non seulement d'une bonne humeur face à la maladie, mais aussi d'une rémission dans certains cas. Bref, un mode de vie sain est à privilégier. Pour ce qui est des produits pharmaceutiques, une controverse existe actuellement quant à l'algorithme de traitement qu'il faut adopter. Certains médecins commencent avec des médicaments plus agressifs et diminuent graduellement leur intensité, et d'autres font l'inverse. Au Québec et dans le reste du Canada, ce qui semble être généralement utilisé est la deuxième option. En gros, si l'inflammation est légère à modérée, on commence avec des 5-aminosalicylates tels que la sulfasalazine ou la mésalamine. Si ces médicaments ne font plus effet, une corticothérapie est utilisée temporairement pour éradiquer de façon agressive l'inflammation et est remplacée graduellement par un agent immunosuppresseur pour maintenir la rémission, tel que l'azatioprine, la cismercaptopurine ou le méthotrexate. Enfin, si tout ce qui précède ne fonctionne plus du tout, on utilise des agents biologiques tels que l'infliximab ou l'adalimumab, qui sont des anti-TNF donnés en injection intraveineuse ou sous-cutanée. Plusieurs combinaisons de ces médicaments peuvent être utilisées et les médecins les utilisent en fonction des besoins de chaque patient. Aussi, des suppléments de fer, vitamine B12, calcium, vitamine D ou autres sont souvent donnés pour prévenir des carences possibles. Le suivi se fait surtout via des coloscopies à chaque année ou aux 2 ans et des prises de sang routinières avec surveillance de la protéine C réactive. Certains médecins demandent au lieu de la coloscopie une mesure de la calprotectine fécale qui détermine le degré d'inflammation intestinale. Si l'inflammation ne répond à aucun des traitements médicaux qu'on vient de voir, ou si des complications se développent, une prise en charge chirurgicale devient nécessaire. Il semble que la moitié des patients avec maladie de Crohn vont avoir besoin éventuellement d'une chirurgie. Parmi les causes nécessitant une chirurgie, on retrouve la sténose fibrotique avec obstruction, la fistule réfractaire aux médicaments, la perforation, l'abcès, l'hémorragie, le cancer et l'inflammation sévère réfractaire à tout traitement pharmaceutique. Les sténoses et obstructions intestinales ou coliques
peuvent être réglés par des résections partielles, donc seulement des régions problématiques. Les résections doivent être très conservatrices et limitées, puisque l'inflammation revient souvent, et on veut éviter qu'une grande partie de l'intestin soit enlevée pour que le patient ne finisse pas par souffrir d'un syndrome de l'intestin court. Pour éviter de faire une résection d'une sténose fibrotique par exemple, on peut réaliser une structuroplastie. C'est en fait une incision longitudinale de l'intestin qui sera refermée transversalement, qu'on réalise pour élargir le diamètre intestinal sans en couper des morceaux. Dans le cas de maladies sévères, extensives et réfractaires, on peut pratiquer une proctocolectomie ou iléocolectomie avec iléostomie ou jéjunostomie temporaire ou permanente. Le risque de cancer colorectal est plus élevé chez les patients avec maladie de Crohn, surtout si l'inflammation touche le côlon. Un patient avec Crohn a 2 à 5 fois plus de chances de développer un cancer colorectal durant sa vie. Le risque commence à augmenter graduellement après environ 10 ans d'évolution de la maladie, d'où la nécessité d'avoir une surveillance via des coloscopies annuelles avec biopsie. Enfin, la prise en charge d'une maladie de Crohn est basée sur un traitement médical accompagné d'une modification des habitudes de vie. Le patient doit être encouragé à être compliant au traitement, même s'il ne présente aucun symptôme, afin de prévenir les rechutes et de maintenir une bonne qualité de vie. Je vous invite à consulter le podcast portant sur la colite ulcéreuse afin d'apprendre davantage sur les différences principales entre ces deux maladies inflammatoires de l'intestin. Merci pour l'écoute.